Maintenant, Monsieur le professeur président de l'Académie des sciences, Philippe Taquet, parrain de la promotion 2012-2013, va donc prendre la parole. Monsieur le recteur, messieurs les présidents des institutions membres du Presse Sorbonne Université, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, du conseil stratégique du Presse, mesdames et messieurs les professeurs et directeurs des écoles doctorales, messieurs les élus, mesdames et messieurs et chers docteurs. Je suis venu avec plaisir, en ce jour de cérémonie festive, saluer la nouvelle promotion des docteurs du Presse Sorbonne Université. En acceptant, je n'avais pas réalisé que je me trouverais ainsi sur la scène de ce prestigieux théâtre du Châtelet et dans cette magnifique salle où ont dansé les ballets russes avec Václav Nijinsky, où ont été présentées pour la première fois des œuvres de Claude Debussy et d'Igor Stravinsky, où Luis Mariano se produisait en chanteur de Mexico et où ont été chantées les paroles de la belle Hélène d'Offenbach. Je me suis donc habillé en conséquence. Mais rassurez-vous, je ne vous chanterai pas l'air si célèbre de cette opérette « Je suis l'époux de la reine, le pou de la reine, le pou de la reine ». On m'a demandé d'être le parrain de votre promotion et vous m'envoyez très honoré et très impressionné aussi. Cette demande a peut-être été due au fait que j'ai été élu en effet par mes pairs, les 240 membres de l'Académie des sciences, président de l'Académie pour les années 2013 et 2014. Et effectivement, comme le montre cet habit vert, dessiné par Napoléon en 1807, je suis immortel, paraît-il. Immortel, mais pas éternel. Peut-être est-ce parce que j'ai dirigé le Muséum national d'histoire naturelle et que je suis le père de cette grande galerie de l'évolution que l'on peut visiter aujourd'hui. En réalité, j'ai accepté parce que j'ai été comme vous, mais il y a de cela exactement 40 ans, docteur et sciences de l'Université de Paris-Sorbonne. En imitant l'écrivain Georges Perec, qui a vécu rue Linné, non loin de Jussieu et du Muséum, je dirais que je me souviens de la Sorbonne et de son amphithéâtre Richelieu, où avaient lieu les cours de géologie historique dans les années 60. Je me souviens alors qu'alors, l'université Pierre et Marie Curie n'existait pas et que Jussieu était occupé par des marchands de vin, de la halle au vin, avec leurs chais, leurs tonneaux et leurs bouteilles. Je me souviens d'avoir manifesté avec les autres étudiants et tous les professeurs en toge derrière le doyen Zamansky, mathématicien, de la place de la Sorbonne jusqu'à Jussieu par la rue des Écoles pour demander le départ des Pinardiers et la création d'un campus à l'américaine. Nous avons obtenu le campus, mais un campus à la française. Enfin, je me souviens d'avoir défilé le jour de cette manifestation sous une banderole, j'étais trésorier de l'association des étudiants en sciences, sous laquelle nous avions inscrit un slogan digne de l'Almanach Vermeaux. Le slogan disait « L'élite, pas les litres ». Mais aujourd'hui est un grand jour pour vous tous. Il marque la fin de votre cursus universitaire et la réussite de votre travail de thèse. Vous avez su vaincre bien des obstacles grâce à votre volonté et à votre persévérance. Aujourd'hui, tout commence pour vous. Tout est possible. Vous avez en main votre avenir. Vous allez pouvoir vous lancer dans la vie professionnelle de chercheur, d'enseignant, de manager, d'ingénieur, de communicant, de spécialiste du droit, d'artiste, de musicien et d'autres professions. Alors, je me garderai bien de vous donner des conseils, mais plutôt 2 recommandations sous forme de 2 proverbes africains. J'ai fait ma thèse en Afrique, dans le Sahara, dans le Ténéré, au Niger. Proverbes africains qui sont magnifiques et que j'avais placés en exergue de ma thèse de doctorat, qui durait alors d'ailleurs 6 ans et non pas 3 ans. Le premier proverbe
est un proverbe des nomades Peuls du Sahel africain. Et ce proverbe dit « Poussière aux pieds vaut mieux que poussière au derrière ». Bougez, voyagez, visitez le vaste monde, voyez vos homologues, qu'ils soient américains, brésiliens, indiens ou chinois, et revenez plein d'usages et raisons, faire profiter vos concitoyens et votre pays de vos expériences, de vos savoirs, de vos projets. Le deuxième proverbe africain est celui des sédentaires et non plus des nomades. Il est celui des cultivateurs Haoussa du Niger, et ce proverbe magnifique dit « C'est avec l'eau du corps qu'on tire celle du puits ». Il faut transpirer pour récolter les fruits de son travail, et si la voie que vous avez choisie est celle qui vous passionne, celle qui est votre vocation, alors, comme pour moi, la notion de vacances ou de travail perd la signification qu'on lui donne habituellement. Je travaille toujours en vacances et le travail est mon loisir. Au fond, l'humoriste Pierre Desproges avait bien raison lorsqu'il disait « Tout chercheur plongé dans la science subit de bas en haut une poussée susceptible de lui remonter le moral. » Bien avant lui, le grand naturaliste Georges Cuvier, le fondateur de l'anatomie comparée et de la paléontologie des vertébrés, l'une des gloires du Muséum national d'histoire naturelle et de la science, ne disait pas autre chose en déclarant le 25 décembre 1797 devant l'Institut, l'Académie des sciences, il avait alors 28 ans, on recrutait très jeune à l'époque, devant ses confrères de l'Institut, lors de la présentation de son ouvrage intitulé « Tableau de l'histoire élémentaire des animaux », ouvrage écrit pour jeter dans l'esprit des jeunes gens des semences dont profiteront toutes les classes de la société. Dans sa présentation, Cuvier soulignait en effet avec conviction l'importance de la science avant de conclure par une affirmation qui aujourd'hui encore n'a rien perdu de sa justesse. Je crois que la science peut aussi contribuer à l'adoucissement des mœurs et au bonheur individuel. Ceux qui s'occupent paisiblement de l'étude de la nature doivent être peu tentés de se lancer dans la carrière orageuse de l'ambition. C'était optimiste de sa part. Si la science pouvait leur faire oublier pendant quelques instants leur haine et leur ressentiment. Voilà ce qu'on disait en 1797 après la Révolution. Et lors de cette même séance, on en a parlé tout à l'heure, un jeune général nommé Bonaparte, auréolé de ses récentes victoires en Italie, qui vient juste d'être élu à l'Académie des sciences dans la section de mathématiques. Il était artilleur, il avait quelques connaissances en mathématiques. Il adresse une lettre de remerciement au président de l'Institut, lettre dans laquelle il lance, lui aussi, un vibrant hommage à la connaissance. Je le cite. « Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles que l'on fait sur l'ignorance. L'occupation la plus honorable comme la plus utile pour les nations, c'est de contribuer à l'extension des idées humaines. » Admirable discours de Bonaparte, qui, vous le savez, s'est ensuite quelque peu écarté de ses grands principes, en s'occupant beaucoup plus de conquêtes militaires et de conquêtes féminines. La chance qui est la vôtre est d'avoir pu faire vos études dans cette Sorbonne Université, qu'on peut comparer un peu à Berkeley, sauf que le campus de Berkeley est absolument splendide. Dans une Sorbonne Université où se côtoient tant de disciplines différentes, ce qui est une richesse, tant de domaines de savoir. La multidisciplinarité est une des clés de l'avancement des sciences et des connaissances. Et là encore, je m'aimerais vous citer Cuvier qui écrivait en 1796, et c'est valable aujourd'hui pour nous tous. La hauteur à laquelle les sciences sont parvenues a obligé les hommes de s'en partager l'étude et ne permet plus à aucun d'entre eux de s'attribuer comme autrefois sous le nom commun de philosophie la connaissance universelle de l'homme et de la nature. Les sciences n'en sont pas moins toutes des branches d'un arbre unique qui conserve des rapports intimes et multiples et dont chacune peut éclairer toutes les autres. Où pourrait-on établir cette vérité avec plus d'avantages que dans le sein d'une telle société, celle de Sorbonne Université?
qui, réunissant dans les mêmes membres tous les genres de lumière présente dans une espèce de personne morale, cette universalité de connaissances à laquelle il n'est plus possible à aucun homme isolé de prétendre. Je terminerai en vous donnant un exemple récent, mon dernier doctorant, que j'ai eu l'occasion de proposer il y a peu de temps avec un de mes confrères du Collège de France, Alain Berthoz, spécialiste de l'équilibre chez l'homme, du contrôle de notre station droite, qui, vous savez, est assez récente dans notre histoire. En croisant un jour Alain Berthoz dans les couloirs de l'Institut, c'est l'avantage de rencontrer des confrères de toutes sortes de disciplines, il m'a demandé si l'on savait comment avait évolué au cours de l'évolution des vertébrés le système vestibulaire, dont vous avez un système vestibulaire dont les 3 canaux semi-circulaires de votre oreille interne contrôlent votre équilibre. En effet, si certains dinosaures, que je connais bien, ont pu prendre leur envol, on les appelle alors des oiseaux. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils ont acquis des plumes et des ailes, mais aussi bien parce que leur système vestibulaire performant s'est développé au cours de leur évolution. Pour tester cette hypothèse, dans le cadre d'une coopération entre le laboratoire du Collège de France, de M. Berthoz, et le laboratoire de paléontologie du Muséum, associés au CNRS tous les deux, nous avons confié à un jeune doctorant, au moyen d'étudier ce problème, au moyen d'un scanner extraordinairement performant que nous avons acquis il y a peu de temps, et aussi avec le synchrotron européen de Grenoble, c'est-à-dire des outils modernes au service de recherche nouvelles. Eh bien, grâce à ces instruments, on peut mesurer, regarder la forme, par image virtuelle, la forme et la position des canaux semi-circulaires avec une précision de quelques microns. Chez les crocodiles, les dinosaures quadrupèdes, les dinosaures bipèdes, aviens et les oiseaux. L'analyse des caractéristiques fonctionnelles d'organismes fossiles permet donc d'éclaircir les étapes ayant mené à des événements évolutifs majeurs qui ont permis de structurer et d'augmenter la biodiversité actuelle. Pour l'homme, on sait que sa capacité à s'affranchir du sol dans la course, le saut, dans les divers sports que vous pratiquez, est due au fait qu'au cours de l'enfance, le contrôle de la marche est progressivement transféré d'un mode qui utilise le sol comme référence à un autre mode qui crée une plateforme inertielle stabilisée. La tête, votre tête, utilise le système vestibulaire et la vision. Question théorique, me direz-vous? Pas tant que cela. La 3e cause de mortalité humaine après le cancer et les accidents vasculaires cérébraux est la perte d'équilibre suivie de chute chez les gens âgés, d'après M. Berthoz. Ce doctorant a maintenant passé sa thèse avec succès, une thèse totalement novatrice parce que pluridisciplinaire. Il est en séjour postdoctoral à l'Institut Max Planck en Allemagne. Il est un des représentants de la science en marche, de la science de demain. Dans un monde qui change si rapidement, où la population indienne constitue aujourd'hui 1/5 de l'humanité, où la Chine ne va pas tarder à produire chaque année plus de doctorants que n'en produit le reste du monde, où les questions majeures de la démographie, des énergies du futur, du réchauffement climatique, de l'accès à l'eau potable, de la résistance des maladies aux médicaments, du maintien de la biodiversité, des échanges commerciaux, de la communication, du devenir des langues, de la création artistique, de l'accès au savoir, de l'emploi des jeunes, autant de questions qui agitent notre planète. Il vous appartient à vous, tous, de vous lancer dans l'aventure de la vie, d'y trouver votre place, de vous y épanouir et de construire le futur pour le bien de tous. Bon courage, bonne chance et encore bravo à tous.